Bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre interview. Alors, François Hollande a officiellement reconnu, au nom de la République, les massacres dont ont été victimes les Algériens qui manifestaient à Paris pour le droit à l'indépendance. C'était le 17 octobre 1961. Il y a eu entre 30 et 200 victimes. Alors, ce n'est pas des excuses, c'est une reconnaissance. Est-ce que, d'après vous, c'est une bonne chose? Il n'a rien d'autre à faire, le président de la République, avec 5 millions de chômeurs, avec un Français sur 5 qui n'arrive plus à se soigner, avec la paupérisation grandissante des familles françaises. Il n'a rien d'autre à faire que de multiplier les actes de repentance. 3 déjà, depuis qu'il est arrivé au pouvoir. Je ne crois pas que ce soit ça que les Français attendent de lui, d'autant qu'il a mal choisi, en l'occurrence, son événement, puisque, comme vous le savez, des rapports très sérieux ont été rendus qui démontrent que ce massacre, soi-disant, de 300 personnes jetées à la Seine, de 2300 blessés, est juste un bobard. Vous émettez un doute, donc? Non, c'est pas j'émets un doute, je vous dis que c'est un bobard. Voilà, ça a été démontré très clairement. Je rappelle quand même que le FLN menait la guerre à la France. La guerre, c'était pas une manifestation pacifiste avec des fleurs. La guerre, ils ont tué 150 gardiens de la paix sur le territoire hexagonal. Bon, donc c'était pas un parcours de santé. Par conséquent, que le président de la République puisse s'abaisser à cela, je trouve cela terrible, parce qu'il contribue à un processus qui consiste à salir la France en toutes circonstances, et quand ce sont ceux qui sont censés la représenter qui la salissent, c'est évidemment absolument impardonnable. J'imagine que M. Hollande a fait cela dans le but d'organiser son déplacement auprès de M. Bouteflika, qui, lui, n'hésite pas à traiter la France de tous les noms en toutes circonstances, et a toujours refusé, par exemple, de rendre les corps des familles de Pieds-Noirs et de Harkis qui sont encore en Algérie, dans des cimetières qui ont été détruits, qui ont été profanés. Tout cela est scandaleux. Alors moi j'ai une pensée pour les Harkis. Pour vous, c'est un acte de lâcheté, au fond. Oui, c'est un acte de lâcheté absolue. Et j'ai une pensée quand même pour les Harkis, parce que les Harkis, ce sont quand même des Français musulmans qui ont choisi la France, qui se sont battus et qui ont été massacrés par le FLN, bien après d'ailleurs la soi-disant fin de guerre. Ils sont arrivés en France, ils ont été traités comme des animaux, parqués dans des camps. Alors, si M. Hollande voulait absolument mettre l'œil dans le rétroviseur, il aurait pu avoir une pensée pour ces Harkis et sur la responsabilité, non pas de la France, mais du gouvernement de l'époque, dans la manière dont ils ont été accueillis sur les territoires et bien souvent d'ailleurs laissés entre les mains des assassins du FLN. Ça l'aurait éventuellement grandi. Mais c'est sûr que ça n'aurait peut-être pas fait plaisir à M. Bouteflika. Oui, alors justement, vous parliez de cette visite. François Hollande va se rendre en Algérie au mois de décembre et il souhaite le soutien de l'Algérie pour une intervention au Mali. C'est vrai que l'Algérie est un des points clés du déblocage aussi de cette force africaine et de l'appui de la France pour libérer le territoire malien, du Nord Mali, des intégristes. Oui, mais est-ce que tout est bon dans cet objectif? Je veux dire, est-ce que M. Hollande est prêt à faire quoi exactement pour pouvoir obtenir l'accord de l'Algérie? Est-ce que, par exemple, comme à chaque fois d'ailleurs qu'ils mettent les pieds en Algérie, le gouvernement français, qu'il soit de droite ou de gauche, va encore, par exemple, élargir les visas qui sont accordés aux Algériens pour venir en France? Est-ce qu'il va y avoir ainsi des négociations? Je le crains, et là, ce que vient de faire M. Hollande le démontre. Sur le principe d'une intervention, il faut que la France participe d'une manière ou d'une autre à cette intervention. Avec quoi? Il ne nous reste plus d'armée. Avec quoi allons-nous intervenir alors que notre armée est dans une situation de déliquescence totale, alors que l'armée est en train en permanence de se plaindre à juste titre parce qu'ils n'ont plus de matériel, parce que les matériels sont obsolètes, parce qu'on a cessé de réduire le nombre de nos militaires, parce que notre armée est éparpillée dans le monde entier. Il n'est pas à proprement parler question d'une participation militaire française, mais d'être fer de lance diplomatique et d'un éventuel soutien logistique. Ah, un petit peu comme en Libye.
C'est ça? En Libye, les avions, l'aviation française a participé très directement. Moi, je crois que nous n'avons plus les moyens de cette politique internationale. Que, par conséquent, venir promettre aux Français que l'on va régler les problèmes du monde, c'est en l'occurrence un mensonge. D'autant que, permettez-moi, mais regardez ce qu'on a fait par le passé. On va donc intervenir au Nord Mali. On va essayer de un petit peu de cadrer les choses. Pour lutter contre les djihadistes. Couper la route des que terroristes, nous avons contribué à armer, en armant et en acceptant de soutenir les djihadistes libyens. Parce que c'est ça l'idée. L'idée, c'est qu'on soutient les djihadistes en Libye, on soutient les fondamentalistes islamiques et les djihadistes en Syrie, mais on va les combattre. C'est le Qatar, ça. Mais on va les combattre au Mali. Il n'y a pas un problème de cohérence quand même dans la politique internationale de François Hollande et d'ailleurs de Nicolas Sarkozy. On démantèle une cellule de djihadistes en herbe en France et on s'aperçoit qu'une partie de cette cellule est partie combattre aux côtés des rebelles syriens que l'on soutient. Mais écoutez, il faut à un moment donné s'apercevoir que l'amateurisme à ce point-là est un danger. Pour notre pays. François Hollande a dit sur le Mali, dans l'interview qu'il a donnée à France 24, TV5 et RFI, justement qu'il fallait couper la route des terroristes, parce que le Mali, c'est vrai que c'est aux portes de l'Europe. Il a dit nous ne les lâcherons pas en ce qui concerne les islamistes radicaux en France, nous ne les lâcherons pas, nous les pourchasserons. Est-ce que montrer cette fermeté est un discours qui vous va bien? Je vous explique que ça n'a pas de sens, puisque les mêmes djihadistes qui semblent vouloir combattre en France, il les soutient en Syrie et il les soutient en Libye. C'est 40 tonnes d'armes. Mais madame, la France a livré 40 tonnes d'armes aux rebelles libyens. Et ce sont ces armes qui sont entre les mains des djihadistes qui sont actuellement en train de faire vivre 1000 morts à la population dans le Nord Mali. Alors, encore une fois, je pense que c'est la politique de gribouille, sauf qu'évidemment, elle a des conséquences absolument catastrophique sur l'équilibre du monde et sur l'aggravation des dangers qui, aujourd'hui, et même depuis un certain nombre de temps, touchent également la France. Mais le combat contre les cellules islamistes radicales en France, il vous paraît quand même légitime. Il faut le mener, non? Mais bien entendu qu'il faut le mener. Ça fait des années que je le dis, et quand j'ai dit qu'il y avait d'autres Mohamed Merah sur le territoire français, on m'a insulté pour l'avoir dit. Bon, c'est clair, mais on ne peut pas en même temps lutter contre les djihadistes et les fondamentalistes islamiques en France et les soutenir dans d'autres pays du monde. Ça, c'est une politique absurde et dangereuse. Alors, peut-être pour en revenir donc à la France, avant de passer au dossier européen, Manuel Valls a publié ce jeudi une circulaire pour rouvrir plus largement l'accès à la nationalité française. Marine Le Pen, vous en pensez quoi? Il est d'accord avec Jean-François Copé, puisque M. Copé, interrogé sur le droit de vote des étrangers, a dit « Mais moi, je suis contre le droit de vote des étrangers. Je pense que la solution, c'est d'élargir l'accès à la nationalité. » Ce qu'avait dit d'ailleurs Nicolas Sarkozy avant lui. Donc ils sont tous d'accord. On va donc fabriquer des Français en masse, plus encore peut-être que ce qui était fait sous le règne de Nicolas Sarkozy, qui étaient déjà des chiffres énormes, puisque je crois que c'était 130 à 140 000 naturalisations par an qui étaient effectuées. Bon. C'est pas un facteur d'intégration, la naturalisation, la nationalité française? Non. D'abord, la nationalité française n'est pas un facteur d'intégration quand elle est sans contenu. C'est-à-dire quand le fait d'être étranger ou d'être français vous donne strictement les mêmes droits, premièrement. Deuxièmement, ce qui est un facteur d'intégration, c'est le travail. Voyez-vous? Or, il n'y a pas de travail en France. Il n'y a pas de travail. Il y a 5 millions de chômeurs. Par conséquent, on va donner la nationalité française à des chômeurs en puissance. Mais où est l'intégration dans cela? Vous voyez bien que l'intégration est un échec total. Est-ce que l'important n'est pas de régler les problèmes de l'échec de l'intégration depuis 20 ans, plutôt que de continuer à faire entrer des étrangers en situation légale, de continuer à faire entrer des étrangers en situation illégale, et de faire en sorte de faire baisser les chiffres en faisant des Français? Encore une fois, mais on sait, Marine Le Pen, que vous ne voulez sens. pas que de nouveaux étrangers arrivent en France, mais ceux qui sont là et qui attendent ou qui espèrent la nationalité française, qu'est-ce qu'il faut leur dire? La nationalité française s'hérite ou se mérite.
moi je ne suis pas contre l'existence d'un processus de naturalisation, c'est-à-dire d'acquisition de la nationalité, mais avec des conditions qui sont des conditions extrêmement sévères, parce que devenir français, c'est un honneur. Et on ne peut pas accorder la nationalité française comme on le fait depuis des années, comme on distribue les tickets de métro. Ça n'est pas possible. Or, aujourd'hui, il y a un processus d'acquisition automatique de la nationalité qui fait d'ailleurs qu'on transforme en français des gens qui ont notamment comment dire, casiers judiciaires longs comme le bras, ou qui ne parlent pas le français, contrairement d'ailleurs à ce qui est dit par le site Désintox, qui est un site d'intoxication. Les concours, vous savez, de langue française, pour ceux qui voulaient acquérir la nationalité française, c'était des questions du type: est-ce qu'Édith Piaf est une chanteuse ou un oiseau? Vous voyez, bon, ça, effectivement, c'est quand même très léger comme niveau d'exigence. Pour le président de la République, la fin de la crise de la zone euro est toute proche. C'est de la méthode Coué ou il y a des raisons d'espérer? Non, d'abord c'est de la méthode Coué. Deuxièmement, ce que ne dit pas François Hollande, c'est qu'il cherche à tout prix à faire cesser la crise de l'euro, mais c'est pas ce qu'on lui demande, voyez-vous, parce qu'il n'est pas président de la zone euro, Monsieur Hollande, il est président de la France. Ce qu'on voudrait, c'est qu'il fasse en sorte que la crise en France s'arrête, la crise économique, la crise sociale. Or, tout à fait évidemment, le choix de sauver l'euro à coût de milliards et de milliards et de dizaines de milliards, eh bien, la contrepartie, c'est le sacrifice du peuple. C'est le sacrifice de 50 ans d'acquis sociaux en France, c'est le sacrifice de l'économie réelle. Et c'est bien cela qu'on lui reproche. Ils sont en train de mettre en œuvre le mécanisme européen de stabilité. Je voudrais quand même informer ceux qui nous regardent que ce mécanisme européen de stabilité, pour lequel nous sommes déjà engagés pour 143 milliards d'euros, vous savez, on a tellement d'argent qu'on peut continuer comme ça à les déverser dans des mécanismes de sauvetage de l'euro. Eh bien, les premières choses qu'a fait le MES, notamment dans son article 35.1, c'est de mettre en place une immunité totale pour ses dirigeants. Dans l'article 36.5, une exonération fiscale totale, non seulement pour ses dirigeants, mais pour tous ceux qui vont participer au MES. Eh bien, on est là dans le processus classique de la caste financière qui s'accorde une immunité et même une impunité totale. Rien ne pourra être fait contre le MES, y compris s'il y a des poursuites à raison des actes accomplis dans l'exercice officiel de leurs fonctions. Eh bien, ceci est la mise en œuvre d'un processus supranational, d'une technocratie qui n'a plus rien à voir avec la démocratie. Donc on est à la veille du sommet européen et peut-être ça ne nous a pas échappé ce qu'a dit Angela Merkel ce jeudi. Elle veut un droit d'ingérence dans le budget d'un pays membre, c'est-à-dire pouvoir mettre son veto si le budget n'est pas respecté. Est-ce que là ça vous fait bondir, j'imagine? Ah, ça me fait bondir, oui. Bien sûr, mais c'est vers cela qu'on va. C'est vers cela que nous a emmené Nicolas Sarkozy, c'est vers cela que continue à nous emmener François Hollande. Nous allons vers la perte de notre indépendance. Nous ne serons pas, nous ne sommes plus déjà un peuple libre. Nous nous sommes battus, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, pour que nous restions un peuple libre. Bon. Et nous n'avons plus de frontières et nous n'avons plus de liberté. Demain, c'est Madame Merkel qui décidera combien on paye d'impôts, qu'est-ce qu'on dépense, comment s'organise notre budget. Eh bien, c'était pas la peine de faire les 2 premières guerres mondiales, voyez-vous. Mais Mme Merkel ne réclame pas ce droit de regard ad nominem, personnellement. C'est pour Bruxelles qu'elle veut qu'il y ait cette possibilité de mettre son veto au budget d'un État membre. Oui, il y a qu'un malheur. Qui ne conviendrait pas. Ça change les choses. Ouais, mais c'est-à-dire, on est aujourd'hui au milieu du gué. Soit on va plus loin, soit on revient en arrière. Mais on ne peut pas rester dans la situation actuelle. Ça, là-dessus, vous êtes d'accord? Non, mais on n'est pas au milieu du gué. On est poussé depuis des années vers plus d'Europe. À chaque fois qu'il y a plus d'Europe, il y a plus de malheur. Il y a plus de chutes d'entreprises, il y a plus de désindustrialisation, il y a plus de délocalisation, il y a plus de chômeurs en France, il y a plus de pauvreté. Voilà, la zone euro est un échec absolu. Vous ne reconnaissez pas aujourd'hui qu'il y a une stabilité quand même de la zone euro sur les marchés? Mais je me moque des marchés, moi. Je suis pas le président des marchés. Je voudrais m'intéresser à ce que vivent les Français. Vous voyez bien que les intérêts des marchés financiers sont divergents des intérêts du peuple, quand même. Et que plus les marchés financiers vont bien, plus les peuples vont mal. Moi, je considère que
défendre l'intérêt des marchés est un acte de haute trahison quand on voit que l'intérêt des marchés financiers, c'est en l'occurrence de transformer les peuples en esclaves. On a remis en place, comme je l'ai dit à de multiples reprises, l'esclavage pour dette qui avait été supprimé par Solon en 500 avant Jésus-Christ. Alors oui, François Hollande cherche à sauver le système bancaire. Voilà, disons-le clairement. Il n'y a qu'un malheur, c'est qu'en l'occurrence, c'est le peuple français qui paye et il va continuer à payer et les conséquences sociales vont être terribles.